Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais revenir sur une des vidéos que j'ai faites il y a pas longtemps qui s'appelait 5 ans sur pour les financements participatifs. Donc pourquoi je refais une deuxième vidéo? Vous allez me dire, Fred, putain, Fred, tu tires sur la camelote. Alors oui, peut-être, mais surtout en fait, je voulais revenir vers vous parce que depuis en fait la vidéo a eu pas mal de commentaires, il y a eu pas mal de commentaires sur Facebook aussi, et il y a eu également Refio Fringant qui a créé un sondage en fait pour Archeos Adventure dont le financement patine assez sévèrement. Alors déjà, ce que je vais vous parler du résultat de son sondage et qu'est-ce qu'il amène. Alors on parle là uniquement d'Archeos, hein, mais on peut déduire de trucs sur les pledges d'une manière globale. Après, je vais vous parler des pledges en général, avec ce qui a pu avoir comme réponse et quels sont les trucs que j'avais pu dire la dernière fois qui étaient valides, en rajoutant deux trois retours que j'ai eu en plus. On va parler des ventes aussi et éventuellement des solutions. Donc bon, déjà, en introduction, on va commencer par Refio Fringant qui a fait ce sondage avec cette question. Le financement d'Archeos Adventure patine, alors dites-nous ce qui coince selon vous, histoire qu'on se fasse une idée et qu'on trouve des solutions quand on ne va pas lâcher le morceau. Alors à noter qu'il y avait plusieurs réponses possibles à ce sondage, et en fait on trouve surtout, alors ça c'est des réponses autres, on va pas en parler parce que là il y a à peu près tout et n'importe quoi. Ça c'est le système de jeu là, ce qui est en rouge, mais je ne vais pas en parler non plus parce que là c'est spécifique à Archeos Adventure. Mais ce qui est intéressant c'est le trait vert, le trait jaune et le rose. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on remarque? La première réponse qui vient, c'est mon portefeuille est à sec. Donc là, on est pile poil en fait dans la question économique, question économique qui se pose à tout le monde. Donc là, les gens ont d'autres priorités en ce moment. Les portefeuilles ne sont pas extensibles et les jeux en pâtissent. La deuxième réponse, alors qui se raccroche quand même à la première, en fait, elle est beaucoup sur c'est trop cher. Archeos Adventure est à 150 balles, je crois, si je me trompe pas. Et donc en fait, la réponse c'est trop cher. Donc là, on pourrait dire que c'est peut-être des gens qui ont de l'argent, mais qui trouvent que le jeu vendu en lui-même est trop cher, ou que les jeux en fait dans les pledges aussi sont un peu chers. Bon. Voilà, donc ça on va développer un peu après. Je reviendrai sur les prix parce que je vous développer ça parce qu'en fait on peut avoir un peu quelques surprises des fois en parlant de prix de jeux de rôle. Et le dernier point, c'est il y a de la concurrence, et là on arrive pile poil dans la saturation du marché. Là, Archeos non seulement arrive à une période très saturée, et en plus en concurrence directe avec Broken Compass, qui est un jeu pulp, clairement. J'ai entendu certaines personnes qui m'expliquaient qui expliquaient que c'était pas du pulp. Si. On est quand même dans le même créneau. Donc voilà, ça c'était un peu l'introduction. Donc on retrouve la situation économique, le prix des jeux et la concurrence en fait sur les pledges qui se bousculent. Voilà. Donc ça c'était le premier point. Maintenant, je vais vous parler des pledges en eux-mêmes. Bon, alors là, je me suis fait quand même un plan. Donc en fait, tous les pledges ne trouvent pas preneur. On voit que les pledges ont du mal à augmenter, à atteindre leur palier. On a par exemple, alors Broken Compass a fini par atteindre son palier, mais on va dire que ça a été à mon avis assez laborieux. Voilà. Tout ça parce que en fait. Il est revenu dans les commentaires les gens qui ne pledgent plus, et je vais vous donner leur réponse. Alors j'en avais déjà parlé beaucoup en fait dans la première vidéo, mais là on va vous parler des retours. Alors les premiers,
et quelque chose qui est assez problématique, c'est quand vous faites un pledge sur Game Tabletop, ou en fait, ou en gros, à peu près n'importe où. Alors, pas n'importe où, parce que, mais bon, on y reviendra après, mais à peu près partout, en tout cas, sur les pledges en France, le pognon est prélevé dès votre pledge, donc dès votre commande. Et donc ça voulait dire que vous immobilisez votre argent jusqu'à la sortie du jeu. Et ça, c'est problématique parce que voilà, en fait, vous allez immobiliser votre argent, vous substituez quelque part au fonds de roulement d'un éditeur. Ensuite, il y a l'intérêt à pledger par rapport à une boutique. Alors, en général, des fois, enfin, pas en général, des fois, ça veut rien dire, Fred, on trouve quand même un avantage à pledger au niveau du tarif. Mais il y a deux choses qui le plombent. C'est, les frais de port, parce qu'une fois que vous avez pris le tarif moindre, mais les frais de port que vous payerez pas en boutique, bah, grosso modo, vous êtes kiff-kiff par rapport à aller acheter votre jeu en boutique. Donc ça aussi, l'intérêt de pledger. On a eu beaucoup de goodies pendant un temps sur les jeux, et des goodies absolument inutiles, il faut être très clair. Genre une pièce de monnaie, ce genre de choses, ça ne sert à rien. Ça va prendre la poussière dans un de vos tiroirs et vous ne le regarderez plus jamais. Et donc, donc ces goodies, en plus, ont l'effet pervers d'augmenter la durée le temps de production du jeu. Tout ça parce que vous avez des fournisseurs différents en fonction des livres et des différents goodies. Et donc ça, c'est également problématique puisque ça va augmenter la durée. Une petite remarque aussi sur les pledges. Certaines personnes ne prennent pas des pledges. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent le prendre en boutique. Parce qu'il faut quand même se rendre compte également que tout l'argent qui est pris au moment du pledge, c'est une partie de cet argent n'ira jamais à la boutique puisque vous ne l'avez pas acheté en boutique. Donc quelque part, ça contribue à baisser quand même en fait les revenus des boutiques et certains préfèrent aller dans leur boutique locale, feuilleter le jeu en lui-même, se faire une idée et en plus cette démarche va leur permettre de faire vivre leur boutique préférée. Et ça, c'est quelque chose que le pledge en fait. Les boutiques sont un peu en concurrence avec le pledge, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, un gros point, c'est la perte de confiance sur les pledges. La perte de confiance, qu'est-ce que c'est ? Alors, parce que quand vous pledgez, alors, je ne parle pas des créations françaises. Là, je parle uniquement des pledges de traduction. On a des grosses gammes en VO, on a des gammes en VO, on va dire. Et le problème, c'est que parfois, la gamme VF, elle va pas au bout de la gamme VO. Il y a des arrêts brutaux. J'ai deux exemples en tête. J'ai toujours l'Exocultum, et qui m'est resté un peu à travers la gorge, celui-là. Il y a Star Trek, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a Conan, pour d'autres raisons, mais il a à peine commencé, on va dire. On a effleuré la gamme. Donc tout ça fait que, la confiance, elle est un peu, elle s'érode avec ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, il y a un autre effet qui est absolument dévastateur dans la perte de confiance sur les pledges, dans la perte de confiance d'un éditeur, c'est les délais. Quand les délais sont annoncés 1 an dans le futur et que 2 ans après, vous n'avez toujours rien, ça, c'est dévastateur. Dévastateur. On va dire que là, à ce niveau-là, vous dites, ils se foutent de notre gueule, quoi. Bon. C'est pas forcément ce que je pense, mais ça va être une réaction, puisque en fait, vous avez immobilisé votre argent, et puis après, votre argent, on vous dit, finalement, on va encore le garder un petit bout de temps, parce qu'on n'a pas terminé. Bon, ça fait chier, il faut être clair, ça fait chier. Voilà, donc du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu quelques réponses, quand même, qui me disent, moi, j'ai des pledges en cours.
Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à un éditeur ou d'une manière globale, mais en gros, c'est j'ai des pledges en cours, je vais donc attendre que ces pledges soient livrés, et ensuite, éventuellement, je pledgerai de nouveaux trucs. Donc, du coup, bah, forcément, voilà, les nouveaux financements en pâtissent directement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, bah, ce qui arrive beaucoup aussi, c'est donc dans le fameux sondage de Ratio Fringance, c'est il y a de la concurrence. En fait, il y a de la concurrence, c'est-à-dire c'est une saturation énorme du marché. Là, par exemple, sur Game on Tabletop, depuis début octobre, il y a eu, et il y a peut-être encore, 11 projets en cours. Et sur les 2 mois qui suivent, il y en a 12 de prévus. Donc en fait, on se retrouve dans la période septembre, octobre, novembre, je vais pas parler, peut-être décembre, et encore, c'est uniquement sur Game on Tabletop, hein, on se retrouve avec 23 projets. Autant vous dire que les financeurs, les pledgers, ils vont pas tout prendre, hein. Et ils vont pas tout prendre, donc il y en a forcément qui vont en pâtir. Ça se lisse, ça. Et alors ils vont peut-être arriver à leur comment dire, à leur palier d'édition, mais ça va pas monter très très haut. Et derrière, on va pas dire que c'est les vacances à Dubaï pour Noël, hein, pour les éditeurs, hein, sur le coup. Hein. Non, parce qu'en fait, tout va être lissé. Donc et là, il y a quand même une énorme saturation du marché, et je pense que là, il y a quand même un gros problème à ce niveau-là. Et quand on a une saturation du marché, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va se tourner vers ou des éditeurs connus, hein, parce qu'on va peut-être pas prendre le risque du coup d'aller chez le petit indépendant qu'on sait pas, qu'il a jamais rien produit ou qu'il a produit un truc une fois. Donc on va aller sur les trucs connus ou alors sur les personnalités connues. Et là, alors je parle sans doute à deux choses. Donc sur vous allez plutôt aller sur les gros éditeurs, maintenant que vous connaissez bien, que vous avez confiance. Parce qu'il en reste quand même, et ou alors vous allez vous rabattre sur un jeu qui est, on va dire, porté par une personnalité. Je pense justement à Maillard avec Seven Sea of Thief, alors je ne sais, putain, je vais regarder, mais je crois qu'il a fait un démarrage d'enfer. On va regarder ça tout de suite. Alors, il est où? RPG, JDR, Pledge. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, c'est pas cette merde, mais je trouve plus là, je l'ai plus. Si, le voilà. Le voilà, il arrive. Ouais, ça a bien monté, mais bon, c'est quand même, je vais vous montrer. Voilà. Seven Sea of Thief, vous voyez, il a fait 72 000 euros hein, sur... bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein, vous aurez compris que les paliers ne veulent pas dire grand-chose, mais il a fait 774 contributeurs, alors qu'il reste 57 jours. Donc là, on peut dire que ce sera un pledge réussi. Hein, donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et forcément, un pledge réussi, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va attirer d'autres pledgers, parce que c'est dire, oh, bah, il y a déjà plein de monde qui l'ont pledgé, c'est que ça doit être bien, et ça va sortir, et voilà. Voilà déjà pour commencer. Alors, maintenant, je vais vous parler d'autre chose aussi qui est ressorti dans les commentaires. C'est le manque de communication. C'est-à-dire vous allez avoir énormément de communication au moment, alors avant le pledge, la plupart du temps. Hein. Bon, il y en a qui ne communiquent pas assez, à mon avis. Du coup, bah, quand le pledge démarre, on connaît à peine le jeu. Mais bon, en général, vous allez avoir de la communication avant. Vous allez avoir énormément, voire quasiment du battage de com pendant le pledge. Pour tout vous dire, avec mes collègues modérateurs sur Jeux de rôle Passion, on a déjà demandé à des éditeurs d'arrêter de limiter leur com à 1 par semaine, parce que sinon vous en aviez tous les jours, et vous aviez tous les jours de tous les éditeurs, vous imaginez, il n'y a plus que ça. Donc vous avez énormément de communication pendant la durée du pledge. Et ensuite, Flatliner,
on n'entend plus rien. On n'entend quasiment plus rien jusqu'à la sortie. Alors je sais qu'il y en a qui l'ont un peu mauvaise à ce moment avec Achilleos et les retards qu'ils ont pris, mais Achilleos par contre, par exemple, est un des rares à communiquer régulièrement sur l'avancée de ses projets. Là, ils ont eu un coup de mou, c'est vrai, mais en général, ils communiquent régulièrement. Alors, je ne veux pas complètement les défendre non plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de retard sur leur projet. Mais bon, au moins, il y a cette volonté de communiquer. Parce qu'il y a eu d'autres éditeurs, on m'a dit... Je leur ai dit, bah les gars, vous en êtes où? Parce que moi j'aimerais bien savoir, blablabla. On me dit, oh bah le traducteur avance, on n'a pas de nouvelles, donc on ne communique pas. Et ça c'est une erreur. C'est vraiment une erreur, parce que rien de dire, pas de nouvelles, c'est une information. Ne rien dire, vous ne savez pas. Tandis que là, vous communiquez, vous dites, bah, le traducteur est toujours en cours, ça avance, enfin, bon, blablabla, hein. Très bien d'accord, mais au moins vous avez communiqué. Parce que si vous ne communiquez pas, on se dit, bah tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi, hein. Il y a eu des précédents assez douloureux dans l'histoire du jeu de rôle, hein, parlons de Sans détour, enfin bon, voilà. Donc la com est à mon avis très importante aussi, et ça revient dans les remarques des gens qui sont intéressés par les financements. Ça, moi, là, c'est plus le ressenti, moi, ce que j'appelle le Fire and Forget. Qu'est-ce que c'est le Fire and Forget? C'est, donc, en général, les grosses boutiques ont un pledge par mois. Hein, Arcane a un pledge par mois, grosso modo, et BBE a un pledge par mois aussi. Quand le pledge arrive, on dit, oh, regardez, j'ai un jeu génial. Après, on n'en parle plus. Par contre, le mois d'après, on dit « Oh, j'ai un nouveau jeu génial. » Et le mois d'après, pareil. Vous voyez, on est dans le Fire and Forget. Donc, on amène un truc, on dit que c'est fantastique, hein, on veut le vendre, hein, c'est normal aussi. Mais après, on n'en parle plus. Donc, Fire and Forget. Voilà. Ah oui, alors là, c'est un peu plus personnel, là, par contre. Quand une gamme est en cours de sortie en VF. Parce que là, je parle toujours des pledges sur les traductions. Hein. Enfin, là, maintenant, je parle des pledges sur les traductions. Donc, quand une gamme est en cours de traduction, en fait, on se retrouve avec des délais énormes, parfois, entre la fin du pledge initial et après le lancement des pledges, du deuxième pledge pour traduire autre chose, puis du troisième, parce qu'on va en faire un à chaque fois. Et donc à chaque fois, si on a un délai d'1 an, plus un délai de quelques années pour obtenir en fait votre gamme complète, bah il y a un gros problème quand même, parce que déjà c'est ce qui est arrivé à Conan. À Conan, l'éditeur VO a perdu de la licence. Terminé, vous n'avez plus le droit de traduire. Ça, bah voilà. Et puis, je vais vous donner, par exemple, l'âge du capitaine, hein, par exemple. Hein. Par exemple, alors, je vais vous parler de deux exemples. Il y a Forbidden Lands, par exemple. Il y a le livre des bêtes et Blood March. En fait, j'ai fait une vidéo dessus. Je l'ai en VO en mai 2023. Je crois qu'à cette heure-ci, il n'y a pas eu... ils n'ont pas encore été traduits, donc on est en 2024, et il y aura certainement un pledge derrière, je suppose. Enfin, quoi que des fois, Arcane ne fait pas de pledge, fait du direct, ce qui est mieux. Blade Runner, par exemple, effectivement, j'ai déjà éclusé le livre de base, la boîte 1 et la boîte 2, et il va bientôt avoir le supplément. Là, en français, on a le kit de démarrage, donc la boîte 1, et alors je sais pas s'il est sorti, mais s'il n'est pas sorti, il va sortir maintenant, uniquement maintenant, le jeu de rôle. Et puis, je vais vous dire pourquoi je vous disais l'âge du capitaine, parce que j'ai 56 balais, hein, donc 56 balais, si je dois attendre 2, 3, 4, voire plus pour avoir une gamme complète, voilà, je vais arriver à 60, 61. Est-ce que je vais encore jouer? Est-ce que je serai encore là? Est-ce que je pourrais encore jouer? Je n'en sais rien. Donc moi, je préfère prendre des trucs comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas que moi qui raisonne comme ça, car les rôlistes en fait qui sont ont un âge, ils vieillissent quand même, et en tout cas ceux qui peuvent pledger, c'est en général les plus vieux plutôt que les plus jeunes. Donc l'âge du capitaine, à mon avis, ça y joue aussi.
Maintenant, effectivement, le plus gros frein, c'est quoi? C'est la conjoncture économique, parce que quand vous avez tout qui augmente, l'énergie, le logement, les transports, et j'en passe, bah, forcément, on va dire que le budget loisir, bah, il en pâtit, et il va se restreindre beaucoup. Et donc, du coup, bah, le budget jeu de rôle aussi. Hein, voilà. Ah oui, il y a aussi, alors là, là je vous remonte directement quelque chose que j'ai lu, il y a la perception des pledges. On a l'impression que les pledges sont dévoyés. Parce qu'à un moment donné, les pledges, enfin tout au début, les financements participatifs, quel que soit le sujet, étaient surtout faits pour voire des indépendants, voire des boîtes qui se lançaient, qui n'avaient pas forcément les fonds pour démarrer leur projet. Là, maintenant, on a quand même alors on a toujours des petits indépendants qui ont besoin de fonds pour lancer leur projet, et on a des boîtes plus grosses, et je ne pense pas à celles que vous pensez, qui se lancent sur le pledge et qui font un peu de l'ombre aux petits. Hein. Il faut être très clair, hein, ça c'est une réalité. Mais celui que je pensais, c'est en fait, par exemple, Monolith. Alors Monolith par exemple, est-ce que Monolith c'est une grosse boîte de jeux de plateau, de jeux de figurines, hein, à la base. Je ne pense pas que Monolith ait besoin d'argent pour assurer un fonds de roulement quand ils vont sortir la licence Conan. Monolith, grosse boîte. Licence Conan, grosse licence, ça va marcher, c'est sûr, ils n'ont pas besoin d'argent en prévision de ce pledge, quoi, par exemple. Pourtant, ils se mettent quand même dessus, et comme je disais, en concurrence avec les petits. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pledges, c'est le grand méchant? Bah non, parce que sinon ce serait trop simple. Les pledges, c'est pas le grand méchant. Par exemple, les boîtes dans une société en fait qui est aussi connectée que la nôtre, eh bien, les pledges, ça permet d'avoir de la visibilité. Si vous n'êtes pas sur un pledge, si vous n'êtes pas sur une plateforme de financement, il faut que j'arrête de dire pledge, je répète toutes les 2 minutes, si vous n'êtes pas sur une plateforme de financement, vous n'aurez pas cette visibilité. Donc en fait, quelque part, être sur une plateforme de financement n'est pas uniquement pour les grosses boîtes récupérer du pognon, c'est aussi pour se montrer, pour montrer leur projet, pour en fait avoir un espace de visibilité et un espace publicité. Hein. Ça aussi. Donc en fait, voilà, le pledge c'est pas tout le temps le grand méchant. Là, j'ai terminé à peu près pour les pledges. Hein, j'ai essayé de structurer ce que je voulais raconter. Alors maintenant, je vais vous parler des ventes et des prix. Parce qu'en fait, il revient souvent le prix des jeux de rôle qui est beaucoup trop cher. Alors, j'ai regardé 2-3 bricoles. Je vais chercher l'illustration. J'aurais dû la préparer avant, mais on va la trouver. On va prendre ça et on va prendre celui que je connais où il y a des tarifs dedans. Excusez-moi, ça va venir. Oh là là, Fred. Voilà, c'est celui-là. Et c'est dans les premiers. Et c'est celui-là. Il est où? Il est là. Il est là. Non, c'est pour ça que je vais faire. Il est très exactement là. Voilà. Vous allez voir tout de suite où je veux en venir. Voilà. Alors. Voilà. Alors ça, c'est quoi? C'est c'est le numéro 18 de Jeux et Stratégie. C'est le numéro de décembre 1982. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez, vous avez les gros jeux de l'époque, hein, et vous avez en bas les tarifs. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, je vais le mettre là, comme ça, ce sera un peu plus clair. Voilà. On va prendre simplement... alors là, on est sur des VO, hein. RunQuest en VO, c'est 130 francs. 130 francs, si vous allez sur le site de l'INSEE qui vous donne les prix en euros
avec, en prenant compte l'inflation, vous arrivez à 50 euros. AD&D, chaque bouquin vaut 150 francs, ce qui fait 57 euros x 3, hein, parce que Donjon, ça a été toujours des triptyques. Hein. Daredevil, alors Daredevil, il est sur l'autre page, bon, c'est pas très grave. Bon, Daredevil, qui est que j'ai là, qui est une boîte en fait de jeux pulp d'ailleurs, en fait, hein, qui est peut-être un des premiers jeux pulp. Bah lui, qu'est-ce qu'il était? Il était à 150 francs, ce qui fait 57 euros. Voilà. Alors maintenant, on va revenir un peu plus tôt de nous, et on va... Alors, je suis con parce que je vais vous parler de Stormbringer. Stormbringer, la version française de Stormbringer. Alors ça, c'est la VO, la version française, je n'ai pas voulu vous la montrer parce qu'il aurait fallu que j'enlève un tas de trucs dans la boîte. Mais la version française de Stormbringer est sortie en 1987. Et à l'époque, elle valait 175 francs. Si on ramène en euros d'aujourd'hui, ça fait 51 euros. Et dedans, on va quand même relativiser par rapport à ce qu'on a maintenant. Vous voyez, on a des petits livrets, tout en noir et blanc, hein. Très peu d'illustrations. Ah, vous en avez un. Vous avez le Magic Book, c'est pareil, très peu d'illustrations. Et là, vous avez le Game Master Book qui est encore pire. Pourquoi? Parce que le Game Master Book, il a même pas de couverture. Mais, voilà. Et comme ça. Et tout ça, bah, ça vaut aujourd'hui 50. Ça vaudrait aujourd'hui 51 euros. Je peux vous assurer que si un éditeur aujourd'hui sort ça à 51 balles, il se fait déchirer. Il se fait déchirer. Du coup, j'ai tendance à dire que les jeux de rôle ne sont pas si chers que ça. Hein, ils sont beaucoup plus beaux, ils sont beaucoup plus jolis, mais on a gardé le même prix, donc ils sont pas si chers que ça. Il faut quand même voir ceci. Par contre, je pense qu'on peut, du coup, en produire moins cher. Alors, ils sont pas si chers que ça, mais maintenant, le coût de la vie de l'époque, à côté, je l'ai pas en tête, et je suis pas persuadé que maintenant, c'est mieux. Hein. Je pense que c'est le contraire. Et surtout, en fait, sur les jeux-là de l'époque, pour 50 balles, vous aviez votre ticket d'entrée. C'est-à-dire ce que j'appelle le ticket d'entrée, vous achetez votre jeu et vous pouvez jouer. Maintenant, bah, pour jouer, c'est souvent qu'on va trouver, alors c'est pas vrai pour tous, mais on va trouver 1, 2 ou 3 bouquins, hein, genre un bouquin pour le joueur, un bouquin pour le monde, un bouquin pour les scénarios. Et à chaque fois, bah, vous mettiez du pognon là-dedans, et au moins vous avez au minimum 2 bouquins à prendre, ce qui va vous doubler le prix d'entrée. Donc à mon avis, ça c'est peut-être le ressenti aussi sur de gros trucs qui valent trop cher. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, parce que, alors là, souvent, on parle d'un âge d'or du jeu de rôle. Alors moi, je joue depuis les années 80. Alors, on va pas parler de club, de machin, de gens qui jouent, je vais vous parler de vente. Et je pense que l'âge d'or, en fait, ce n'est pas vrai. C'est de la poudre aux yeux, c'est du miroir aux alouettes. Sur une des communications, sur ma vidéo, Black Book m'a répondu que, en gros, une bonne... Alors, à mon avis, ils ont un peu baissé, hein, un peu baissé le chiffre, parce qu'à mon avis, il est plus haut que ça. À mon avis, c'est plutôt 2000, parce qu'ils m'ont dit 1000 exemplaires, c'est une bonne vente. Alors, même si on le met à 2000. Maintenant, je vais vous parler de Cthulhu. Toulouse, en 10 ans, il a fait combien d'exemplaires? Alors, vous allez me dire, Toulouse, c'est énorme, machin. Ouais, il a fait 12 000 exemplaires. Hein. Pour la version sans détour. Hein. Uniquement la période sans détour, 12 000 exemplaires. À votre avis, combien a fait d'exemplaires Stormbringer? En français. La traduction française de Stormbringer, combien elle en a fait? En sachant qu'à l'heure actuelle, on va dire que 2000, c'est une bonne sortie. Eh bien, Stormbringer a fait 50 000 exemplaires vendus. Pas 2000, 50 000. Et au compte 25 000. Voilà. Alors, l'âge d'or du jeu de rôle, non. On en parle beaucoup.
On en parle beaucoup dans les médias, on en parle beaucoup parce qu'il vous avez des stars qui jouent, hein. Mais en fait, derrière, le jeu de rôle, il se vend moins bien qu'à une époque. L'âge d'or, à mon avis, c'est l'âge d'or en fait des médias, mais certainement pas l'âge d'or des éditeurs, à mon avis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire Ah oui, un dernier truc, par exemple. Alors là, bon, là, j'ai un peu, je sais pas ce que ça fout là-dedans. J'aurais dû en parler avant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les éditeurs, quand on fait une traduction, la plupart des éditeurs sont pieds et poings liés avec les éditeurs de la version originale. Ils ne peuvent pas toucher un iota du jeu. Ils sont obligés de le produire dans le même état. Alors presque, hein, parce que vous voyez que Common est assez peu regardant avec le fameux élastique de Broken Compass. Ça aurait été Too Little Mice. Je suis pas persuadé qu'ils auraient laissé passer ça. Mais donc en général, voilà pourquoi en fait vous retrouvez la même chose chez l'éditeur VO ou chez l'éditeur VF. Alors d'ailleurs, on parlait de vente, je voulais encore vous montrer quelque chose. Pourquoi ? Parce que voilà, hein, le marché français, hein, c'est pas non plus c'est pas le marché anglophone. Vous voyez, par exemple, Dungeon Denizen, qui est un recueil de monstres pour DCC et la 5e édition. Alors, c'est chez Goodman Games, et c'est quand même, on va dire, un projet relativement de niche. Il a quand même fait 4274 contributeurs. Chez nous, un truc comme ça, il va faire, allez, au mieux, il va faire 300. Savage World, alors de Monolith, et finalement, en fait, il n'a pas fait énormément que ça. Il a fait 1632, et encore, il est distribué ou en français, ou en anglais. Donc, quand même, 1630. S'il avait été distribué uniquement en français, je pense qu'il aurait peut-être fait 400. Allez, Summon Kane est connu, c'est une licence intéressante. Allez, on va dire 600. Coriolis, chez Free League, il fait 6900. Vous ne ferez jamais ça dans une version uniquement française. Alors pourquoi je vous dis ça ? On va voir maintenant, parce que je vais aborder en fait alors oui, si, encore un truc que je voulais vous dire, ce qui est un peu embêtant, alors à part comment ça s'appelle, à part KOF, les Chroniques oubliées, qui est une belle gamme et une belle création française, hein, c'est indéniable. On a assez peu de gamme de création française. On prend par exemple Modifus, il a son système 2D20, hein, c'est des Anglais, et ils ont fait avec ce système plusieurs jeux et plusieurs gammes. On n'a pas ceci, à part KOF, je vois pas trop d'autres exemples de vraies gammes sur le long terme créées en français, qui pourraient être justement être diffusées à la fois en français, mais également en anglais, ce qui permettrait d'ouvrir le marché. Donc voilà, en fait, je vais maintenant venir un peu plus sur des solutions. Enfin, je n'ai pas vocation à trouver des solutions, ni la légitimité éventuellement pour vous parler de vraies solutions. Enfin, ce que je pense, moi, peut-être des pistes, on va dire, alors. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Alors, la saturation du marché, alors c'est simple, hein, la saturation du marché, le marché, il va s'autoréguler très rapidement. Hein. Un marché, quand il est saturé, il s'autorégule. Là, les éditeurs il y en a certains qui vont y laisser des plumes, et il va falloir s'y adapter. Si on continue, effectivement, dans la même lancée, hein, ça c'est indéniable. Le marché, lui, il n'a rien à foutre, hein, il va s'autoréguler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, alors je reviens sur le truc, parce que finalement, l'idée, elle a été reprise, et on trouve que c'est pas mal. En fait, faire des vrais collectors. C'est-à-dire que, en fait, faire deux versions, hein, parce qu'il y a pas mal de jeux qui font leur version collector, mais leur version collector, qu'est-ce que c'est ? C'est, en gros, on a changé la couverture. Mais par contre, l'intérieur est exactement le même. Alors, j'ai une exception à ça, j'ai le Zoo Impérial, en fait, de Cubicle 7, qui en version collector, il y a non seulement la couverture, mais il y a à l'intérieur le papier. C'est pas du papier glacé, c'est un peu du papier gaufré, un peu découpé d'une manière un peu grimoire. Et donc là, vous avez ce que j'appelle une vraie version collector. Donc ce serait peut-être, si vous voulez faire une version collector, faire une vraie collection collector plus chère, beaucoup plus chère, et faire une version de travail, de jeu, sans fioriture, beaucoup moins chère. Hein, donc, alors vous allez me dire, c'est pas possible parce qu'il y a 2 fois du travail de maquettiste, par exemple. Ouais, peut-être, mais enfin, je sais pas. Peut-être que ça marcherait aussi.
payerait, un jeu serait vendu moins cher, il serait peut-être plus vendu, et vous aurez les collectionneurs de toute façon qui achèteront toujours la version collection et qui seront toujours là en fait. Donc voilà, ça c'est une des pistes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ici, je voulais vous dire, parce qu'il y en a un autre de jeu qui va rentrer en financement participatif bientôt, c'est Inachevé. Et Inachevé, alors je ne connais pas le prix, parce qu'il n'est pas lancé, mais le book, format carré, avec du papier haut de gamme, de superbes illustrations, ils le disent eux-mêmes, l'éditeur le dit, c'est la frontière entre l'artbook et le jeu de rôle. Alors ça, c'est un parti pris qui est assez intéressant. D'ailleurs, en fait, on pourrait très bien imaginer c'est un peu la moitié du chemin. Ils ont fait la version collector, je ne sais pas combien elle va valoir, mais ils auraient pu faire aussi une version simplement jeu, beaucoup plus simple et plus abordable. Je dis ça sans connaître le tarif, mais à mon avis, ça va piquer un peu. Enfin, je m'avance peut-être. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors dans les pledges, déjà pour regagner de la confiance, il faut annoncer des délais réalistes. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit, bah oui, mais si on annonce des délais réalistes, en fait, ça ne marche pas. Oui, mais à force, ça marchera encore moins. C'est la fuite en avant, ça marchera moins parce que les gens perdent confiance et ils se disent, bah c'est plus la peine, moi je pledge pas, j'attends que ça sorte en boutique, résultat pas de pledge, résultat pas de sortie en boutique, résultat que dalle. Donc annoncer des délais irréalistes, c'est une mauvaise idée à mon avis. La communication est hyper importante et surtout après le pledge. Pourquoi? Parce que quelqu'un, un rôliste, un consommateur, un acheteur, il aime bien qu'on lui parle un peu de son jeu où il a mis du pognon dedans. Surtout que vous l'avez, le financement l'a pris tout de suite. Donc il aime bien avoir un peu des nouvelles de temps en temps et pas seulement pas de réponse ou ou rien du tout ou même des fois se faire un peu remballer. J'ai déjà vu ça en fait sur des forums. Voilà. Donc la communication est hyper importante. Faire baisser le ticket d'entrée, c'est ce que je disais. À la limite, si un jeu a besoin de 2 bouquins à 50 balles pour pouvoir être joué, là déjà il y a un problème. Il y a un problème. Je ne connais pas un seul jeu de rôle qui a besoin de 2 bouquins à 50 balles pour pouvoir commencer à être joué. Après que on ait ça dans une gamme, je ne dis pas le contraire, mais pour commencer à jouer, il faut pas des tickets d'entrée à 100 balles. 50 balles, 60 balles, voilà, c'est bien. C'est bien. Quitte à sortir les autres bouquins après. Voilà, la saturation du marché en elle-même, je pense que ça va poser un problème très rapidement. Faire effectivement alors, tous Little Mice, par exemple, c'est des Italiens, donc ils sortent leur jeu en italien, mais ils le sortent aussi en anglais. Pourquoi? Pour s'ouvrir le marché. Et ça fonctionne. Alors chez nous, on a Dragon, on a Studio Agathe avec Dragon qui fait ça. Je crois que ça marche aussi, nous, le marché français, c'est que le problème, c'est que les jeux en français sont en général faits par des indépendants, par des petites structures qui n'ont certainement pas les moyens de faire une version française et une version anglaise. Et les grosses boîtes se font beaucoup en fait de la traduction, donc en fait le problème se pose pas. Et voilà quoi. Voilà. Ah oui, faire des pledges où il y a un intérêt à pledger. Des goodies inutiles, on s'en fout. Il faut un prix attractif, mais qui ne soit pas rattrapé par le frais de port. Prélever le pognon à la fabrication du jeu, et non pas 2 ans en avance. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, il faut bien payer les gens qui vont travailler sur le jeu. Je suis d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est pour ça que c'est une entreprise. Une entreprise doit avoir un fonds de roulement. Si l'entreprise n'est pas capable de payer les gens pour travailler sur leur projet et compte en fait sur des pledges, ça va poser un problème très vite. Pourquoi? Parce que sur le deuxième projet, on va prendre le pognon du premier, etc. Ça s'appelle de la cavalerie. Et la cavalerie, on se casse la gueule. Voilà. Il faut un fonds de roulement. Et moi, et prendre l'argent, s'il y avait des pledges, des financements qui prennent l'argent au moment de la production, ce serait
ce serait quand même nettement mieux. Et puis si vous avez 2 ans, 3 ans de retard, bah tant pis, vous avez 2 ans, 3 ans de retard. Là, les gens gueuleraient moins, vu qu'ils n'ont pas payé. Bon, ça râlerait quand même, hein, ils vont dire où vous en êtes où, mais ils n'ont pas payé. Je reviens sur mon exemple de GMT, le gros éditeur de Wargame aux États-Unis, qui prend l'argent quand le jeu est envoyé en fabrication. Pendant tout le reste de la période de conception, de test, etc., il vous prend 0. Et ça fonctionne. Bon, alors bien sûr, on est dans un marché plus petit, mais bon, je pense qu'il faut que les boîtes aient un peu plus de front normalement et ne comptent pas uniquement sur les pledges, ou alors il y a un souci. Voilà. Ah oui, je voulais quand même terminer par un truc. Parce que là, j'ai parlé beaucoup des éditeurs, tout ça, mais là, moi, je vais parler des gens qui financent, des gens qui achètent des jeux de rôle, et je trouve que parfois, les gens qui financent et achètent les jeux de rôle, bah, ils en veulent un peu beaucoup. Ils veulent des jeux beaux, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui refusent, enfin, qui ne veulent pas perdre en qualité visuelle, en qualité de matériel de leur jeu, mais ils veulent pas le payer cher non plus. Et là, c'est un peu antinomique et on va avoir il y a un problème, quoi. Il faut bien se mettre dans la tête qu'un jeu beau, superbement illustré, ça coûte cher si vous payez chaque acteur au juste prix, on va dire. Et c'est pas la peine de râler que c'est trop cher. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, peut-être faire une deuxième gamme. Vous avez c'est trop cher le beau collector. Vous achetez la version jeu, parce qu'on oublie aussi beaucoup que un jeu, c'est fait pour être joué, c'est fait pour être sur une table, c'est fait pour vivre. Ça tombe par terre, c'est annoté, il lui arrive un tas de trucs. Et forcément, si vous avez votre bouquin à 100 balles, ça fait un peu mal au cul quand vous l'abîmez. Voilà. Donc je pense que effectivement le client également, hein, parce que on dit les rôlistes tout ça, mais ce sont avant tout des clients, doivent aussi se mettre un peu dans la tête que on ne peut pas sortir des superbes jeux à pas cher tout le temps. Voilà. Bon, écoutez, j'ai fait à peu près le tour. Voilà, c'était un peu le retour que je voulais vous faire sur ma dernière vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop long. J'espère que ça aura été intéressant. Vous aurez peut-être appris des trucs ou pas. Enfin bon. Écoutez, merci beaucoup les enfants. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, portez-vous bien. Alors, je suis le lendemain de la vidéo et je voulais ajouter un addendum. Pourquoi ? Pour rendre un peu justice à des créateurs français que j'ai totalement oublié, mes toutes plates excuses. Moi, je voulais vous ramener aujourd'hui à Mournblade et Hawkmoon, qui sont deux belles gammes françaises. Hein. Et pourquoi je m'en rappelle là maintenant ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu ceci. Ceci, c'est une campagne pour Mournblade. Hein. Donc, en fait, un tarif très contenu, hein, puisqu'il était à 39 € en financement participatif, et en prix d'éditeur, il est à 41. Voilà. Par contre, effectivement, qu'est-ce qu'on a ? On a 150 pages de campagne, et surtout, ce qui est notable, et comme quoi, amis éditeurs, c'est possible. Oui, c'est possible. La campagne de financement s'est terminée en juin 2024. Oui, 2024, pas 2022, pas 2023, 2024. Hein, donc, et j'ai reçu le livre physique hier, donc le 10 octobre. Donc, juillet, août, septembre, octobre, 4 mois pour de livraison. Voilà ce que j'appelle, moi, un pledge réussi. Voilà ce que j'appelle des éditeurs qui, là, ont la confiance, en fait, de leur public. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous rajouter là-dessus pour l'instant. Merci beaucoup. Addenda numéro 2, et là, je voulais parler d'Inachevé, parce qu'en fait, ce que je vous ai raconté, en fait, non, hein, et ils ont réussi quand même à proposer un jeu avec tout un truc artistique, on va dire, hein, avec un bouquin magnifique, etc., avec certainement un ovni du GDR, mais, voilà, le livre de base, il est à 40 balles. Donc voilà. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je disais dans la vidéo initiale, où ils ont peut-être fait que la moitié du chemin. Non, ils l'ont fait à 100%.
mea culpa, mea maxima culpa. Voilà, donc je voulais rectifier en fait cette erreur, cette mauvaise prédiction que j'avais faite en fait, hein, et vous voyez, regardez, voilà, 40 balles. Le livre de base, en sachant que là, on est a priori dans de l'impression un peu luxueuse. Donc, comme quoi, une nouvelle fois, eh ben, c'est possible. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, parce que j'aime bien être un peu rattraper mes conneries qu'aujourd'hui. Merci beaucoup.